Et je vais maintenant tout de suite, sans plus attendre, passer la parole à Maître Marie Mandeville, avocate et présidente de la section régionale Centre de l'Association française de droit rural, pour présenter les intervenants de cette matinée. Très bonne journée et très bons travaux. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur que d'assurer la présidence ce matin de nos travaux consacrés à la forêt. Et je suis particulièrement flattée de la tâche qui m'est accordée, notamment au regard de l'actualité que vous connaissez, particulièrement importante, qui donne un regain à la forêt et qui s'inscrit dans le cadre du verdissement de l'agriculture et du développement et de la prise en compte par les pouvoirs publics d'un secteur souvent ignoré, la forêt. Nous verrons au cours des travaux de cette matinée l'impact de la loi d'avenir qui a été adoptée le 14 octobre 2014 et les nouveaux outils qui sont mis à disposition du secteur de la forêt pour redynamiser ce secteur. Est-ce que ces outils sont des outils efficients ou est-ce que ce sont davantage des déclarations d'intention? Avec nos intervenants, nous verrons ce point. Je suis également d'autant plus sensible à ce thème, que j'exerce mon activité d'avocat, spécialiste en droit rural, dans une région, la région Centre-Val-de-Loire, qui, je dirais, et M. Janex peut-être le confirmera, paraît être le meilleur élève en matière forestière, puisque nous concentrons une densité par propriétaire privé de 14 hectares, ce qui peut paraître faible, mais qui en tout cas est le meilleur chiffre d'après ce que j'ai pu voir des différentes enquêtes qui ont été menées. Alors sans plus tarder, puisque nos travaux sont denses ce matin, je donne la parole à monsieur François Janex, qui est directeur du Centre régional de la propriété forestière de Franche-Comté et qui a l'avantage d'avoir occupé des fonctions administratives au sein de la DRAF de Haute-Vienne et du Doubs et postérieurement à cette activité au sein de l'Organisation nationale des forêts, l'ONF. Je lui donne immédiatement la parole. Bien, écoutez, bonjour à tous. Donc on m'a demandé de vous faire une petite introduction sur le foncier forestier et sur son évolution. Donc j'ai prévu... j'ai prévu un exposé en 6 parties. Je vais commencer par vous donner quelques éléments sur la forêt française, vous dire au passage aussi ce que c'est que le CNPF, le Centre national de la propriété forestière. Ensuite, nous passerons à la structure du foncier forestier. J'évoquerai ensuite donc, les conséquences sur la gestion forestière. On s'attardera un instant sur les freins à l'évolution de ce foncier, et puis on débouchera ensuite sur les actions, à la fois celles qui sont déjà menées et celles qu'il est nécessaire de mener, ce qui nous semble nécessaire de mener à l'avenir. Alors la forêt française, on vient de vous le dire tout à l'heure, 30% du territoire, plus de 16 millions d'hectares. Si on se resitue au niveau européen, on a la 4e forêt d'Europe. On connaît bien la forêt suédoise et celle de Finlande qui sont très grandes. On a aussi l'Espagne, qui est peut-être un peu moins productive, mais qui est très grande aussi. Donc 4e rang à ce titre-là. Au niveau européen, on est 5e rang en termes de récolte de bois. Voilà. Et cette forêt, pour les 3/4, elle appartient à des propriétaires privés. C'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours, mais on a les 3/4 qui sont de la forêt privée. La petite illustration en dessous, pour ceux qui regardent un petit peu en détail, si on cumule les 3,9 millions de forêts publiques et les 10,9 millions d'hectares de forêts privées, vous verrez qu'on n'est pas tout à fait à 16 millions. Alors c'est parce que la diapo est un petit peu ancienne, mais je l'ai laissé à dessein pour vous montrer que, contrairement à aux idées qu'on a parfois, la forêt continue à s'accroître rapidement et assez largement en France. Donc on était à peine à 15 millions il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années, on est aujourd'hui à 16. Voilà. Quelques mots sur le CNPF que je représente aujourd'hui. C'est un établissement public au service de la forêt privée, dont les objectifs sont de développer la gestion durable des forêts privées, en assurant leur gestion, leur renouvellement, et surtout, et de façon complémentaire, une mobilisation accrue des produits forestiers. On a 3 missions majeures, qui sont l'orientation de la gestion, le conseil et la formation des propriétaires, et le regroupement. C'est ce dernier volet qui me concerne un peu plus aujourd'hui dans ma présentation. Au niveau de nos moyens, ils sont relativement modestes. Au niveau national, on est à peu près 500.
L'Office national des forêts qui était cité tout à l'heure, pour mémoire, ils sont 7000 pour gérer la partie forêt publique, donc c'est pas tout à fait les mêmes moyens. Bien, j'en viens donc à cette structure du foncier forestier. Voilà un premier graphique qui montre par classe de catégorie de surface comment les choses se présentent. Donc les premiers bâtons concernent les surfaces de 1 à 4 hectares, qui représentent 61% des propriétaires et uniquement 15% de la surface. Ensuite 4 à 10, 10 à 25, et le dernier correspond à 100 hectares et plus. Donc les chiffres précisément, enfin de façon précise, importent peu. Ce qui apparaît vraiment, ce qui saute aux yeux sur ce graphique, c'est le morcellement de la forêt, celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, et qui montre bien qu'on a un grand nombre de propriétaires pour une surface relativement faible, donc des petites parcelles. Voilà, plus de 2 millions de propriétaires qui ont moins de 4 hectares. Et il faut savoir que ce morcellement résulte pour la plus grande partie du boisement d'anciennes petites parcelles agricoles. Voilà. Et alors non seulement les choses sont morcelées, mais en plus pour un propriétaire qui a de la forêt, c'est rarement en un seul morceau, c'est souvent parcellisé. Donc un propriétaire peut avoir 1, 2, 3, 4, 10 parcelles. Alors des fois ça se touche, des fois ça ne se touche pas. Donc c'est encore plus compliqué. Et donc plus compliqué à mettre en valeur évidemment. Voilà. Alors, je complète juste, c'est une présentation un tout petit peu différente, c'est juste parce que ce graphique-là fait apparaître les propriétés qui font moins de 1 hectare. Et mine de rien, vous le voyez en bas, d'ailleurs la barre est trop courte parce qu'elle devrait sortir du tableau, on a plus de 2,3 millions de propriétaires qui ont moins de 1 hectare. Et en fait, si on fait le cumul des 0 à 1 et 1 à 4 hectares, on a près de 3 millions de propriétaires, sur les 3,5 qu'il y a en France, 3 millions de propriétaires qui ont moins de 1 hectare. Donc ça, c'est vraiment une donnée importante et qu'il faut avoir à l'esprit. Voilà. Alors, par rapport à ça, on peut avoir deux visions. Je pense qu'on en débattra plutôt dans l'après-midi, mais on peut se dire, finalement, tout ce qui fait plus de 4 hectares, c'est 80% de la forêt française. Donc, ma foi, ça va pas si mal que ça. Et puis, le reste, c'est pas la peine qu'on s'en occupe. C'est une vision. Et l'autre vision qu'on peut avoir, c'est de se dire, finalement, cette partie, les 80%, ils sont gérables et ils fonctionnent pas trop mal. Et si on veut faire bouger si on veut impulser trouver de nouvelles ressources et impulser de nouvelles choses, c'est sur le reste qu'il faut c'est au reste qu'il faut qu'on s'intéresse. Je pense qu'il y a matière à discuter de cela. Voilà. De façon complémentaire, alors ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure par le représentant de la région centre qui faisait cocorico sur le gros rond rouge qui fait 14 hectares de moyenne. Effectivement, je confirme. Sur les surfaces, alors quand on prend les surfaces de plus de 1 hectare, on est sur cette base-là, on a une certaine hétérogénéité suivant les régions de France. On remarque d'ailleurs que les zones où c'est le plus petit, c'est plus ou moins les zones de montagne, et c'est tout à fait cohérent avec ce que je vous disais tout à l'heure, que le morcellement est souvent issu de la déprise agricole. C'est dans ces zones qu'on a eu le plus de déprise. Et donc on évolue de 6 hectares de moyenne sur la partie est de la France à 13, 14 hectares en Aquitaine ou en région centre. Voilà. Alors, donc ça c'est la situation aujourd'hui. Comment est-ce que les choses évoluent ? Donc deux éléments sur le même graphique. Les deux premières colonnes concernent le nombre de propriétaires qui ont moins de 4 hectares. Et on voit l'évolution en fait sur 30 ans. Donc on voit une évolution de 3,3 millions de propriétaires à peine un petit peu moins de 3 millions. Donc une légère baisse de l'ordre de 10%. Et si on regarde les surfaces concernées, c'est les deux petits bâtons de droite, c'est à peu près pareil. Une baisse de l'ordre de 10%. Voilà, donc ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est qu'on n'a pas d'aggravation du morcellement. On a souvent l'idée que le morcellement, c'est une fatalité et que ça se dégrade en permanence. Ce n'est pas le cas, les chiffres le prouvent. Mais bon, ça évolue pas beaucoup non plus quand même, faut être clair. Voilà. Alors, conséquences sur la gestion des forêts. Donc voilà une petite photo qui vient de chez nous, en Franche-Comté. Qui montre que, je pense que là, chacun a repéré à peu près 5, 6, 7 propriétaires sur ce petit bout de forêt. Donc le morcellement pose des tas de soucis. L'accès aux parcelles,
Hein, vous comprenez bien qu'un propriétaire qui a un tout petit bout de parcelle comme ça, s'il n'y a pas de route ou d'accès, tout seul, ça va être compliqué pour lui de préparer un accès. De la même façon, délimiter la parcelle, c'est pas simple non plus. Ensuite, s'il veut la gérer, éventuellement vendre du bois, commercialiser des produits, pour intéresser un acheteur de bois, il faut déjà essayer de sortir un camion de bois, 30 mètres cubes. Sur un petit bout comme ça va être compliqué aussi. Et puis, quelque chose sur lequel je donnerai plus de détails dans un instant, c'est le coût élevé des transactions. Hein, si on veut acheter ou vendre ce genre de parcelle, il y a des éléments assez dissuasifs dans ce domaine-là. Là, c'est juste une photo d'un élément de cadastre qui est dans le massif du Rizou. Alors, c'est un massif forestier qui est donc en Franche-Comté qui touche la Suisse. Hein, c'est juste en limite avec la Suisse. Et en fait, on a des parcelles qui montent depuis la plaine jusqu'en haut de la montagne. C'est ces petites bandes que vous voyez tout le long. Et en fait, au fil des générations, les choses se sont coupées parce qu'il fallait que chacun des héritiers ait un petit bout en bas, un petit bout au milieu et un petit bout en haut. Il y a un peu d'agricole, un peu de forêt, un peu de tout. Enfin, c'est vraiment symptomatique. Et sachez que ces parcelles, pour certaines, font plus d'1,5 km sur à peine 10 mètres de large. Hein, donc, voilà, je pense qu'on a tout dit sur ce sujet. Alors, pourquoi le foncier évolue peu ? Les propriétaires sont parfois pas au courant qu'ils sont propriétaires. Hein, ça paraît bizarre, mais c'est une réalité qu'on constate tous les jours. On a des propriétaires attachés au foncier pour différentes raisons, mais notamment parfois pour des raisons de patrimoine familial. Hein, c'est la parcelle sur laquelle on était avec les parents, les grands-parents. Donc il est hors de question qu'on vende ce petit bout de forêt, même si on n'en fait rien et qu'on ne sait plus trop où c'est. Et puis si par hasard on peut avoir l'idée de vendre la forêt, parfois c'est difficile à vendre. Hein, parce qu'il n'y a pas d'accès, parce qu'on est en indivision avec un tel ou un tel. Et puis aussi parce que les droits de mutation sont pénalisants à ce titre-là. Et le résultat, au niveau de la surface globale forestière, on a moins de 1% de la surface qui change de main chaque année. Donc c'est vraiment très peu. Alors, une petite illustration de ce que je vous disais à l'instant sur les frais de mutation. On a fait apparaître ici l'évolution de la proportion des frais de mutation par rapport à la valeur de la parcelle. Alors, on voit que à partir de 1000 euros, hein, pour une parcelle qui vaut 1000 euros, en gros, on a à peu près autant de frais de mutation que de valeur de parcelle. Hein, donc déjà, on double l'acquisition rien qu'avec les frais. Alors, je ne vous dis pas ce qu'il y a avant, hein, vous le voyez tous, mais on peut être à 200, 300, 500%, voire davantage. Pour arriver à 50% de la valeur, il faut être à 2000 euros. Et pour arriver au quart de la valeur, on va approcher 7 000 - 8 000 euros. Hein, donc, voilà, donc il y a quelque chose vraiment qui pose souci de ce côté-là et qui est évidemment un obstacle pour... plus les parcelles sont petites, plus évidemment elles sont compliquées à gérer, à transmettre. Voilà. Alors par rapport à ça, un ensemble d'actions ont déjà été mises en place. Je pense surtout aux actions de restructuration foncière qui sont menées dans un certain nombre de départements français, beaucoup dans l'Est de la France, mais pas seulement. Moi j'ai 2 exemples là, qui concernent l'Est de la France, mais je sais qu'il y a aussi des choses en Aquitaine et puis dans d'autres régions. Alors là c'est un exemple en Lorraine, où on a donc une structure foncière initiale avec 257 parcelles pour 100 hectares. Alors, voilà. Donc on a travaillé, le CNPF a travaillé sur cette zone-là, et en quelques semaines, on a réussi à identifier 55 parcelles à vendre pour une vingtaine d'hectares. Et donc on a communiqué sur ce sujet. Et il se trouve qu'on a trouvé 3 propriétaires, le jaune, le orange et le vert, qui avaient l'air intéressés pour faire des acquisitions. Donc voilà comment la couleur des parcelles change grâce à ces acquisitions. Alors il reste du rouge évidemment, tout n'est pas vendu, mais on a quand même des choses qui se restructurent de façon assez visible. Et puis dans la foulée, on a de l'exploitation qui peut se mettre en place. C'est tout ce qui apparaît en bleu. Hein. Donc on passe vraiment du foncier à la gestion de façon assez démonstrative. Voilà. Bon, j'ai un autre exemple là, qui est franc-comtois, où on a ici un massif d'une quinzaine d'hectares. En fait, c'est un versant assez raide, avec des parcelles donc, qui vont du haut vers le bas. Des parcelles résineuses, très riches en bois, hein, donc vraiment du potentiel. Oui, vraiment beaucoup de bois à récolter, mais de la pente et aucune route sur toutes ces parcelles. Et donc 40, 50 propriétaires, je ne sais plus exactement,
qui ne font rien parce qu'ils ne peuvent rien faire, tout simplement. Et donc on discute, sur ce cas-là, on discute avec la commune, parce que la commune est juste au-dessus puis qu'elle touche. Et la commune nous dit, ah bah oui, on va essayer d'acheter, ça nous paraît intéressant. Et donc aujourd'hui, après, alors, un petit peu d'animation quand même, il ne faut pas se le cacher, c'est des choses qui prennent un peu de temps. Et aujourd'hui, on a tout ce qui est en vert qui a changé de propriétaire. Et donc une route va se mettre en place et puis la dynamique est lancée sur ce massif-là. Voilà. Quelques propositions d'action nouvelles qui nous semblent intéressantes, méritées d'être regardées. Les frais de mutation, je pense que vous avez bien compris que les frais sont un véritable obstacle à la mutation des forêts. Donc il faut absolument qu'on trouve une solution pour limiter ça. Donc il y a un certain nombre de régions dans lesquelles les conseils départementaux apportent des aides pour financer, prendre en charge une partie des frais, c'est une solution. Une autre solution pourrait sans doute être aussi de modifier le barème pour qu'on n'ait pas des droits proportionnels qui soient aussi élevés pour les petites parcelles, donc quelque chose qui soit peut-être plus lissé pour qu'à enveloppe constante, finalement, on ne pénalise pas autant les petites propriétés. Voilà. Je l'ai à peine évoqué, mais il y a des bourses foncières qui existent aussi dans un certain nombre de régions. Donc, généraliser ça, c'est quelque chose auquel on réfléchit, puis dont on vous parlera dans un instant. L'impôt foncier, vous savez peut-être qu'en dessous de 12 € d'impôt foncier, en fait, l'impôt n'est pas recouvert, parce que tout simplement, la valeur est trop faible et ne mérite pas que l'impôt soit appelé. Et la loi de fin d'année dernière a décidé qu'on pourrait dorénavant appeler l'impôt une fois sur 3. Donc tous les 3 ans. Donc, ce qui fait que finalement toutes les parcelles dont l'impôt est entre 4 et 12 hectares, 4 et 12 €, pardon, pourraient être sensibilisées. Et l'idée, c'est justement de réveiller la belle endormie, comme est le titre de la conférence d'aujourd'hui. Tous ces propriétaires qui ne savent même plus qu'ils sont propriétaires parce qu'ils ne payent même plus d'impôts sur leur forêt. Donc l'idée, c'est que ces gens-là, en payant des impôts, d'une part, ils aient à nouveau conscience de leur propriété, puis soit qu'ils s'en occupent, soit qu'ils la vendent. Donc dynamiser tout ça. On a fait tout récemment les calculs de ce que ça pourrait concerner. C'est de l'ordre de 1 million de propriétaires pour 1 million d'hectares. Donc ce n'est pas tout à fait l'épaisseur du trait. 1 million de propriétaires sur nos 3,5. Voilà. Et puis peut-être aussi essayer d'imaginer des lois, des règles pour limiter le morcellement au moment des mutations. Notamment l'idée de fusionner des parcelles d'un même propriétaire, parce que quand c'est fusionné, ensuite, c'est beaucoup plus compliqué à découper, puisqu'il faut faire passer un géomètre et autres. Empêcher le partage des plus petites au moment des successions ou des ventes. Bon, voilà, tout un certain nombre d'idées. On en a d'autres, mais c'est celles qui nous paraissent aujourd'hui les plus intéressantes. Voilà, merci de votre attention. Oui, merci Monsieur Janex. Je vais immédiatement donner la parole à la salle pour leurs questions. Je ne crois pas qu'il y ait d'études précises sur le sujet. Moi, je sais que j'ai interrogé à plusieurs reprises, notamment sur la Franche-Comté, un notaire qui a une vision assez large du sujet et qui me dit que chaque fois qu'il essaie de faire jouer le droit de préférence, qu'il le met en application sur sa zone, c'est une zone du Haut-Doubs, non, il a une vision quand même plus large que sa zone précise, mais il me dit que chaque fois qu'il met ça en place, dans 90 ou 95% des cas, c'est effectivement, il y a une suite par un voisin qui l'interpelle. Donc ça fonctionne bien. Je pense qu'il y a aussi toute une partie qu'on ne voit pas, qui est liée au fait que le propriétaire qui aujourd'hui commence à savoir qu'il a le droit de préférence, finalement, il va pas en parler parce qu'il va, dans un premier temps, puis c'est ce qu'on fait nous aussi au quotidien, il va se tourner vers ses voisins. Donc ça se fait tout seul finalement. Donc moi je suis persuadé que l'effet est positif, mais c'est vrai que le quantifier, c'est plus compliqué. Alors, peut-être pour apporter une précision juridique quand même, Monsieur faisait état du droit de préférence des voisins de parcelles boisées de moins de 4 hectares, ce qui signifie qu'un propriétaire de parcelles boisées contiguë à une parcelle mise en vente de moins de 4 hectares bénéficie d'une priorité d'acquisition, ce qu'on appelle un droit de préférence, et peut donc du coup l'exercer. C'est quelque chose qui existait avant la loi d'avenir de 2014, mais la loi d'avenir de 2014, et on le verra tout à l'heure, l'a étendue en conférant ce dispositif, notamment aux communes, on le verra plus tard. Mais c'était effectivement un moyen affiché pour lutter contre le morcellement et assurer un regroupement forestier.
Vous pouvez avoir 4 hectares de garrigues dans des zones, enfin, ou en tout cas de peuplement pas très riche, et puis ça rime pas, enfin, ça n'a pas une grande réalité. Et puis dans le Haut-Doubs que j'évoquais à l'instant, un hectare de Douglas dans le Morvan, il n'y a pas besoin qu'il y en ait 4 pour qu'on puisse en faire quelque chose. Donc bon, c'est un seuil qu'on se donne, et puis malgré tout, ça permet de cadrer des choses, puis il faut bien mettre des limites quelque part. Donc voilà. On a des coûts qui sont variables, mais ce qu'on a pu constater, à mesure que les méthodes s'affinaient et devenaient plus opérationnelles, alors c'est pas forcément du remembrement à strictement parler, c'est plutôt des opérations d'amélioration foncière qu'on fait. Et on est plus souvent sur du volontariat que sur des procédures vraiment strictes. Mais bon, je pense qu'on peut transférer. Et puis de toute façon, c'est des opérations qui vont dans le sens de l'amélioration de la structure. Donc c'est bien la question que vous posez, je pense. On arrive autour de 400, 600 euros de l'hectare, ce qui, d'après en termes par rapport à la surface restructurée, hein, et c'est une ordre de grandeur. Ça peut être des fois sensiblement moins, parfois plus aussi. Hein, et en tout cas, d'après ce que je peux savoir, c'est pas très différent de ce qui peut se pratiquer en agriculture. Sauf qu'en agriculture, les moyens ont été mis depuis les années 40, et puis qu'en forêt, on les a jamais mis tout simplement. Et puis je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de les trouver. Mais enfin, les temps personnels, je viens de répondre, hein, c'est 400 euros de l'hectare. Et alors oui, si, l'autre élément que je voulais dire, c'est qu'effectivement, le foncier, pour nous, on essaie de plus en plus d'éviter d'avoir des animations purement foncières. Parce qu'on est bien là pour la mobilisation, et que finalement, dans les actions qu'on met en place, on a eu des actions purement foncières au départ, mais aujourd'hui, moi, le constat que j'en ai fait, et puis qui est assez partagé, c'est de dire qu'il y a un gros travail pour trouver tous les propriétaires, les contacter, entrer en relation avec eux et tout ça, les réveiller. Et il ne faut pas que ce soit que pour faire du foncier. Et donc finalement, quand on les contacte aujourd'hui, c'est pour du foncier, mais c'est aussi pour savoir s'ils veulent couper du bois, pour savoir s'il y a des travaux à faire chez eux. Enfin, c'est vraiment du multicarte qu'on leur propose, et on est vraiment dans l'action tout de suite. C'est pas juste améliorer le foncier, qui est évidemment une bonne chose, mais on amortit mieux les coûts si on va jusqu'au bout de la logique. Je pense qu'effectivement, sur la question de l'attribution préférentielle, l'idée est intéressante puisqu'elle existe en matière agricole et elle permet, dans le cadre d'une succession, de conférer la priorité de l'acquisition à un des indivisaires parce qu'on part du postulat que c'est un outil économique. Et du coup, la vision qui pourrait s'appliquer à la forêt, qui actuellement n'est pas d'actualité, pourrait lui permettre justement cette redynamisation en la considérant comme un véritable vecteur économique. Donc ce serait une idée effectivement à soumettre à nos parlementaires. Il faudrait qu'à partir sans doute d'un certain seuil de surface, on ait des dispositifs qui interdisent de couper, pourquoi pas en dessous de 4 hectares, les 4 hectares dont on parlait tout à l'heure. Alors, il ne faut pas dire que ça, parce que si on interdit de couper, ça peut rester dans l'indivision. Et l'indivision, c'est aussi quelque chose qui est compliqué, parce qu'on sait bien que dans le temps, la gestion est compliquée. Donc il faudrait que l'indivision ne puisse pas durer trop longtemps. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à progresser là-dessus, parce que pour moi, c'est une solution. On peut travailler en animation pour restructurer. Et on a vu que ce qui se déstructurait en parallèle était plus faible que ce qui s'améliorait. Donc c'est déjà encourageant. Mais si on peut en plus éviter que ça se déstructure, il faut travailler sur les deux tableaux si on veut avancer. J'avais pour vous, Monsieur Janex, une dernière question qui est plus en rapport avec vos anciennes activités où vous avez été en charge de la forêt publique finalement, et maintenant vous êtes en charge de la forêt privée. Donc vous avez, je dirais, une vision particulièrement large et particulièrement précise des problématiques des uns et des autres. Actuellement, il y a un projet de contrat d'objectifs qui est en discussion entre l'État, l'ONF et la Fédération nationale des communes forestières, qui prévoit pour la période 2016-2020 une éventuelle cession des forêts domaniales de moins de 150 hectares. Alors là, je vous interroge sous votre ancienne casquette ONF, puisque le terme de cession a été évoqué. Alors évidemment, ça fait bondir un certain nombre de communes qui évidemment voudraient conserver ces territoires
pour pouvoir avoir une possibilité, je dirais, d'activité de loisirs. Est-ce que vous pensez véritablement que ça va se traduire dans les faits comme ça et que l'État va s'engager dans une démarche, dans un processus de privatisation en quelque sorte de la forêt, où il ne faut pas interpréter ce terme cession comme étant une vente? Et deuxième question, est-ce que ce serait une bonne idée de privatiser pour dynamiser le secteur économique forestier, puisque c'est je dirais, un objectif qui est poursuivi par les pouvoirs publics, en tout cas affiché dans le cadre de la gestion de la forêt? J'ai pas beaucoup d'éléments sur ce sujet-là, enfin, en direct, mais alors il s'agit évidemment des forêts domaniales, hein, c'est bien ça. Donc déjà la position des communes, j'imagine qu'elles sont potentiellement acquéreuses si l'office vendait des parcelles, donc sous réserve d'avoir de l'argent évidemment. Mais enfin moi je vois dans ma région, les communes sont assez souvent motrices pour faire des acquisitions quand les occasions se présentent. Donc pourquoi pas là-dessus? Moi, je vois pas d'inconvénient. C'est vrai que on voit bien qu'au quotidien, des parcelles petites ont des coûts de gestion importants. Donc, et puis, n'ont pas forcément de justification d'être conservées à titre domanial, sans doute pour certaines. Ça me paraît assez probable. Donc, moi, qu'il y ait des flux dans un sens ou dans l'autre. L'exemple que je vous ai pris tout à l'heure, c'était une commune qui a du privé. Donc, ça montre bien qu'on peut tout à fait avoir des flux. Et que moi, j'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. L'objectif, c'est qu'on restructure les choses et qu'on soit dans les meilleures conditions pour gérer les parcelles. Donc, mais bon, 150 hectares, c'est déjà gros pour nous. Hein. C'est gros. J'interrogerai sur cette même question Madame Mérillon qui va prendre la parole tout à l'heure. Donc, Petit commentaire. Il se trouve que j'ai relevé dans le Figaro d'hier précisément un article sur cette question et je viens simplement vous lire le tout petit commentaire qui est ici. Le Figaro s'est procuré la nouvelle copie du contrat d'objectif. Il n'est plus question de vente, mais de simples échanges de parcelles, comme cela existait déjà auparavant. Et on cite, et je m'arrêterai là, la rationalisation du foncier des massifs forestiers et domaniaux sera engagée. Les échanges de parcelles avec des propriétaires forestiers privés ou des collectivités territoriales seront encouragés. Les produits éventuels générés par ces échanges seront réaffectés en priorité pour réaliser des acquisitions foncières ou des travaux d'investissement. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une dernière réponse toute récente à cette question très légitime et opportune que vous venez de poser. Je demande immédiatement à Stéphanie de Los Angeles. Ah, vous aviez une question, Madame Mérillon? C'était pour compléter en fait ce qui vient d'être dit à l'instant. Donc Edith Mérillon du ministère de l'Agriculture, l'Agroalimentaire et de la Forêt. Effectivement, nous sommes en train de finaliser le contrat d'objectifs et de performance de l'ONF pour les années 2016-2020. Il y a différentes mesures qui ont été effectivement proposées, négociées, et je voudrais surtout dire que cette mesure effectivement de cession des forêts domaniales a effectivement fait débat dans la presse. C'était pas l'objectif de privatiser les forêts domaniales. L'objectif, c'était restructurer le foncier. Donc effectivement, il y a eu un article hier qui confirme notre position, et le sujet effectivement est de restructurer le foncier et surtout pas privatiser les forêts domaniales.